Donc je vais passer la parole à Monsieur Foucault maintenant, qui va nous parler d'agroalimentaire et qui lui exerce un métier où donc là on va passer aux opérationnels de la bande, j'allais dire, pour lequel et la recherche, j'imagine, et le long terme et peut-être l'espace, enfin, c'est à vous de le dire, sont importants. Je voulais aussi rappeler que ce matin, à propos d'espace, aujourd'hui, ce que tu disais est très juste sur les 1 à 4%. En fait, on a accueilli, et cet après-midi aussi, beaucoup de leaders mondiaux dans leur secteur. Et ça, c'est important de le garder en tête parce que on n'avait pas énormément de patrons. Ça veut dire que des patrons leaders mondiaux dans leur secteur en France, il y en a beaucoup. Et ils méritent d'être soutenus. À vous, Monsieur Foucault. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai à la fois 3 casquettes, puisque je suis agriculteur avec une activité de production de viande ovine et de grande culture. Je suis président d'une coopérative et je suis aussi président du groupe Limagrin. C'est bien trois choses différentes. Le groupe est aujourd'hui, très rapidement, c'est à peine 2 milliards. C'est 8000 salariés dans le monde. C'est 140 pays où on est présent. C'est un budget recherche de 10 à 13% du chiffre d'affaires. Et c'est une nécessité d'internationalisation. Une nécessité d'internationalisation parce que contrairement à ce qui s'est dit ce matin, on n'est pas, nous, dans la question de savoir si on se délocalise. On est purement et simplement dans une question simple. Est-ce qu'on est capable d'être présent sur tous les marchés où c'est possible pour permettre notre développement, y compris ici? Et c'est bien dans ce sens-là et rien d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut être capable de répondre par rapport à l'espace-temps. Déjà, on a, nous, par définition, mon métier d'origine, l'agriculture, c'est bien d'occuper un espace. Il est restreint, mais il nous faut en prendre soin. Il est obligation pour nous, puisqu'on ne fait que l'emprunter à nos enfants. Particulièrement dans l'exercice de mon métier d'agriculteur à la base. On l'a oublié, ça a été dit par ce matin, j'ai beaucoup apprécié la remarque du patron de Legrand, parce que c'est applicable à tous les secteurs d'activité, y compris l'agriculture. Elle est, et elle a fait, et elle continue à faire au quotidien, des révolutions continues, y compris en termes d'environnement. À un point d'ailleurs, et c'est notre vrai problème, en tant qu'agriculteur, c'est comment communiquer avec nos contemporains pour qu'ils comprennent les changements qui ont eu lieu. Je prendrai un seul exemple, l'espace territorial, géographique, que j'occupe en exerçant mon métier d'agriculteur. C'était l'équivalent de 5 ménages après la guerre. Aujourd'hui, c'est un couple. Et ça s'est traduit par un accroissement en plus significatif, puisqu'il a quasiment doublé de la production sur ce même territoire, avec un niveau d'exigence qualitatif dans tous les domaines qui a été significativement relevé. Donc ça veut dire qu'il faut avoir complètement changé de dimension. Deuxième espace, l'espace européen. Ça, je serais tenté de dire, c'est la première étape du développement du groupe avec la coopérative. Il nous a fallu passer de ce stade local, région, au stade français et européen. Ça s'est fait, j'allais dire, presque naturellement. On était dans un environnement que j'oserais qualifier d'administré, particulièrement pour l'agriculture, avec une PAC toute puissante. Et un deuxième niveau, qui est tout simplement l'espace monde, où on est obligé aujourd'hui de jouer pour une simple raison. C'est que l'effort de recherche, ne serait-ce que pour suivre en biotech, pour suivre ce qui se passe et mieux continuer l'exercice de notre métier, qui est la connaissance de l'intime du vivant, les efforts sont de plus en plus coûteux. Il nous faut à tout prix, par voie de conséquence, être capable de les valoriser sur tous les marchés possibles. Mais il nous faut dans le même temps conserver à l'esprit que notre activité étant sur l'alimentaire, puisqu'on fournit à la base
la génétique, donc la graine ou la semence qui va permettre la production dans les différents espaces géographiques, il nous faut tenir compte aussi de l'histoire de ces pays, de la culture de ces pays, de la façon dont ils utilisent le produit. Un exemple que vous allez tous comprendre. On parle d'une tomate. Selon le pays où vous êtes, ça ne signifie pas la même chose. Ce n'est pas exactement le même produit. Pourtant, c'est toujours une tomate. En termes de biologie, c'est une tomate. Elle fait partie du sololacée, ce n'est pas discutable. N'empêche que vous êtes obligé, en termes de marché, de comprendre comment elle sera utilisée, quel usage les gens vont en faire, comment elle va être commercialisée, quelle va être la contrainte qu'elle va subir en termes de transport. Il y a plein de choses à intégrer. Et dernière chose, et pour que vous compreniez bien cette difficulté de l'espace, il faut en plus que nos équipes commerciales comprennent comment les marchés vont bouger. Là aussi, pour que tout le monde comprenne très bien, les marchés maraîchers français se sont progressivement décalés vers l'Espagne, vers l'Italie, vers le Maroc, vers la Tunisie. Il nous faut anticiper cette notion-là par rapport à ce qui va se produire, puisqu'il nous faut être capable de produire. Dans le même temps, le client, c'est toujours le même au passage. Hein. C'est toujours les Européens qui vont vouloir toujours le même produit. Sauf que il faut que nos équipes adaptent la ressource génétique pour obtenir le même produit dans un environnement agroclimatique différent. Et il faut l'anticiper. Et c'est peut-être le plus difficile pour nous. C'est que notre espace-temps, et j'arrêterai avec le temps, il faut 10 ans pour mettre au point une variété de production végétale. Quand vous êtes dans un monde où on raisonne au trimestre ou dans le mieux à l'année, vous avez une difficulté majeure. Il nous faut l'intégrer et trouver une solution. Le groupe que j'ai la chance de diriger a peut-être, il y a quelques années, j'aurais dit ça, ça vous aurait tous fait bondir. Aujourd'hui, peut-être que vous n'allez pas trop bouger. Il a un avantage compétitif, si je peux dire, c'est que c'est des agriculteurs qui le gouvernent. Et que cette notion de temps, la nature nous a obligés à en garder pleinement conscience. Nous reprenons la copie blanche toutes les fins de saison. Et nous savons, par obligation, que même 2 jours avant la récolte, ce n'est pas gagné. Donc ça, c'est une notion qui relativise beaucoup de choses. Pourquoi je dis que c'est des paysans qui le gouvernent, c'est que c'est effectivement une coopérative, et c'est un groupe coopératif. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a quand même son importance, puisque je pense qu'on a une approche qui peut être un peu différente dans un certain nombre de cas. Et on sait par expérience que quand vous regardez une colline, si vous êtes 3 personnages situés à des points différents, vous aurez quand même, si vous discutez entre vous, une bien meilleure approche de ce qu'est réellement la colline, que d'en avoir que d'un point de vue. Enfin, il y a 2 autres sujets qui pour nous sont absolument fondamentaux. C'est l'innovation, le besoin d'innovation. Si on consacre autant d'argent tous les ans, puisque le 10%, ça fait quand même pas loin de 200 millions d'euros de budget de recherche, c'est que ce groupe a compris très très vite que s'il ne faisait pas ça, il était sûr d'être très vite détaché de ses concurrents. Et que pour être capable de comprendre la façon dont évoluait notre métier et les besoins qui allaient arriver, il nous fallait être présent et être en lien avec tous les domaines de recherche, de près ou de loin, avec notre activité. C'est effectivement quelque chose de compliqué. On s'aperçoit, et je pense qu'on fait comme tous les autres secteurs industriels, on se connecte avec toutes les universités où c'est possible et qui peuvent avoir un sujet d'intérêt pour nous. Il peut ne rien se passer, comme il peut se passer des choses très intéressantes. Et surtout, on est dans une nouvelle dimension aujourd'hui. L'accumulation des connaissances nous oblige à réfléchir à la structuration. Et ça, je pense qu'on a le même défi. On en discute avec des gens de Dassault, avec des gens du CEA, on discute avec plein de gens, de la connaissance. Qu'est-ce qui nous permettra et comment l'organiser pour qu'elle soit accessible à tous nos chercheurs? Là aussi, très rapidement, on a des stations de recherche dans le monde entier, puisqu'il nous faut être présent à l'endroit où le produit sera utilisé.
comment faire en sorte que tous les chercheurs aient accès à toutes les données collectées dans le monde entier. Et surtout, comment faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à celles dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Là aussi, un énorme effort d'innovation nécessaire. Nous sommes, nous, convaincus, et un peu de regret quand même, des atouts qu'avait ce pays. Il en a gaspillé une partie, je le dis aussi sincèrement que je le pense, sur son débat, sur son mauvais débat concernant les OGM, parce qu'on a pris là une orientation que je peux comprendre en tant que citoyen, mais qui nous met dans une situation très délicate en termes de maintien de compétitivité pour les 20 ou 30 ans qui viennent. C'est d'autant plus regrettable qu'il y a un peu plus de 20 ans, nous étions dans les leaders mondiaux. Nous avons fait une série de cadeaux au groupe Monsanto, pour ne pas le citer. Et aujourd'hui, mon groupe continue à travailler sur ces sujets, uniquement pour les marchés où c'est autorisé, bien entendu. S'interdit de faire autre chose dans toutes les zones où ce n'est pas autorisé, mais nous met à terme, et ça c'est l'agriculteur qui reprend sa casquette, en difficulté de compétitivité, parce que dans le même temps, on nous dit, messieurs, vous devez produire au prix mondial. Et c'est là que la théorie de Ricardo prend du plomb dans l'aile, si je peux me permettre, parce que l'avantage au pays, parce qu'il a un avantage compétitif, ne fonctionne pas en agriculture. C'est une ineptie. On a besoin de toutes les agricultures du monde, où qu'elles soient, et on a besoin de les optimiser dans leur potentiel si on veut nourrir l'humanité. S'imaginer que tu puisses en être autrement, ça s'appelle organiser la famine. Je prendrai qu'un exemple, on en discutait à table tout à l'heure. Un pays, dans les 3 grandes céréales du monde aujourd'hui, vous avez le maïs, le blé et le riz. Le maïs, tout le monde a eu des discours dessus, on passe à côté. Le blé, on sait qu'une variation de l'ordre de 1%, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui explique pourquoi on est dans une situation un peu particulière. J'avais un prof d'économie quand j'étais beaucoup plus jeune qui me disait vous allez choisir le métier le plus bête du monde parce qu'il vous faudra conduire uniquement avec un rétroviseur, on est incapable de voir devant. Ce qui est vrai en plus, puisque les décisions de millions d'agriculteurs sur la planète sont individuelles. Pour un marché qui est imprévisible et qui en plus ne peut pas s'adapter. Donc ça veut dire que tout le monde fait la même erreur. Ça se vend cher cette année, ben je vais en faire plus l'année prochaine. Et comme tout le monde le fait, ben c'est ça qui ne se vend pas. C'est ridicule. Ben oui, sauf qu'on n'a pas trouvé la réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, il y a un autre vieux principe qui malheureusement, et on le vérifie aujourd'hui, est toujours d'actualité. La production agricole, le 100, c'est impossible. Vous avez tous compris, les conditions climatiques, les décisions multiples font que vous ne pouvez pas tomber à 100. Ce n'est pas possible. Donc vous êtes où à 98, 99, les bonnes années, ou à 101, 102. Le petit problème, c'est quand vous êtes à 102, tout le monde se dit c'est pas grave, il y en a largement assez, je ne vais surtout pas acheter, je vais attendre que ça baisse. Réaction saine. À l'inverse, quand on est à 98, tout le monde prend peur. Tout le monde se précipite aux achats, comme il n'y en a pas assez, ça flambe. Vous avez le prix du blé depuis quelques années. Selon le marché, selon la production, 1% de variation. La dernière craque, après la première hausse, c'est 23 millions de tonnes de production supplémentaire dans le monde. C'est 1% de la production mondiale. 1%. Ça a foutu une pagaille invraisemblable. L'année d'après, situation un peu plus tendue, on flambe. On est passé de 105 eurotonnes à 260 eurotonnes. Imaginez, et je m'arrêterai, c'est promis, ce que ça peut avoir comme effet sur l'industrie agroalimentaire. Comment voulez-vous répercuter via la grande surface aux consommateurs un bout de ce phénomène? C'est impossible. Et vous assistez à des dérapages. Ça va de la viande de cheval dans les lasagnes, c'est quelqu'un qui a franchi la ligne rouge, plus ou moins consciemment, à des dépôts de bilan. Et j'étais d'ailleurs assez surpris que ce matin on parle de l'industrie, et à aucun moment on a parlé de l'agroalimentaire. Or dans ce pays, me semble-t-il quand même, ça compte encore un peu. Donc et je m'arrête,
J'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais tant pis, je m'arrête. Vous avez subi plus que les autres une idée a priori sur ce qu'est l'agroalimentaire. Je pense on est vraiment dans une situation un peu particulière. Bon, c'est vrai que nous, on est loin d'être leader. Hein. Moi, je rappelle régulièrement quelque chose qui est une réalité qu'il ne faut jamais oublier, surtout quand on est à la place où j'occupe. Mon chiffre d'affaires, c'est le résultat de mon premier concurrent. Hein, ça remet bien à sa place, je trouve. Hein, si j'avais oublié ce que je suis, ça me remet bien à ma place. Donc ça, c'est le premier, c'est Monsanto, et c'est une réalité. Son chiffre d'affaires, c'est mon résultat. Son résultat, c'est mon chiffre d'affaires. J'aimerais que ce soit dans ce sens-là, tiens, ça changerait la donne. Ce serait bien dans ce sens-là. Mais non, c'est pas dans le bon sens. Le deuxième, c'est Pioneer, c'est pareil. Enfin, je vais en dire. Encore 5 ans. Plus de 5 ans. Mais ce qui me rassure, par contre, c'est que ce différentiel n'est pas obligatoirement un handicap. Il faudrait qu'on arrête de considérer que parce qu'on est petit à l'international, c'est une fatalité. Je suis convaincu, par contre, qu'un certain nombre de nos collaborateurs, y compris dans le monde financier, ont considéré à une époque que ça devait nous être fatal. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les choses se complexifient. Le fait qu'on soit dans un monde de plus en plus global, il faut juste se considérer qu'on a des atouts et qu'il faut les utiliser et les optimiser. Il nous faut, compte tenu du fait qu'on est plus petit, être plus réactif, être capable d'agir plus vite, d'aller capter plus vite, ce qui nous permet de consolider nos entreprises, y compris à l'international. Ça, c'est une nécessité. Et ça rejoint parfaitement la position de, je ne sais plus son nom, de l'homme de Legrand, là. Merci. Pardon, je suis désolé pour lui. Xavier Froment, il est là. Je suis désolé de ne pas avoir retenu votre nom. C'est une marque de modestie, donc d'intelligence. Quand il a parlé de management, c'est exactement ça. C'est qu'il nous faut des gens qui sont de vrais managers, qui seront capables de nous dire, là, il y a une opportunité. Et c'est maintenant qu'il faut y aller, parce que personne ne l'a encore vu. On a une puissance financière en termes de puissance de tir qui n'a rien à voir avec nos concurrents directs. Donc, il nous faut être plus rapide. J'ai l'habitude de dire à nos cadres, il vous faut être de la cavalerie légère pour passer à travers les blindés. Je vous demande quelque chose d'impossible, mais ça, vous devez le faire. Et c'est ça notre spécificité. Capacité à réagir plus vite, à détecter plus vite, et donc à capter avant que ça vaille beaucoup plus cher, donc à un niveau où on ne peut plus suivre. Ça, c'est la première caractéristique. Les aspects administratifs, je dirais que les tracasseries, elles sont ici. Ça nous amène à des situations très complexes. L'ensemble de nos recherches sur les OGM, sujet tabou s'il en est. J'ai pas dit le nom. Hein. Non, c'est moi qui le dis. Je n'ai pas vraiment d'état d'âme, rassurez-vous. On conduit tout ce qui est fondamental, on tient à le conduire chez nous. Donc on le fait dans nos labos, mais de façon confinée. Dès qu'on sort du labo, on envoie tout aux États-Unis. Un type aux États-Unis nous permet de tester plusieurs centaines d'événements. Si on veut en tester un en Europe, en ayant la quasi-certitude qu'il sera détruit avant qu'on puisse avoir les résultats, il nous faut mettre un staff de 5 à 10 personnes. Vous comprendrez bien qu'on n'a pas mis très longtemps à comprendre. Ceci dit, on s'appauvrit quand même. Parce que ce savoir-faire, même nous, on l'a transplanté ailleurs. Donc c'est ça qui me gêne. Après, et j'arrête sur ce sujet, la vraie question, c'est qu'en plus, on a raté le vrai débat. Parce que le vrai débat, ce n'était pas les OGM, c'était le brevetage du vivant. Mais ça, on pourra revenir sur la question des brevets. Bravo.